Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule manga. Est-ce que vous connaissez Kan Takahama? Alors pour ceux qui me suivent longtemps, vous savez que c'est une de mes autrices chouchou. Ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert son travail et à ce jour, elle a pu créer une dizaine de one-shots ou de mini-séries. Sauf que quand on a autant de choix, on ne sait pas trop par quoi commencer et on peut facilement tomber sur une œuvre qui est déceptive. Donc cette vidéo sera un guide pour découvrir au mieux son univers. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule manga. Pour information, j'ai déjà pu faire un long live de 3 heures sur Kan Takahama. Je reviens en détail sur la carrière de Takahama dans l'ordre chronologique tout en donnant plein de petites anecdotes, mais aussi j'ai pu classer ses mangas. Le live avait abouti donc à 2 tableaux. J'ai pu utiliser Excel. Le premier, c'est un classement très personnel de ses œuvres les plus intéressantes à découvrir en premier jusqu'à celles qui sont réservées plus aux fans. Mais je n'ai pas fait de classement par genre, j'ai vraiment fait selon mon ressenti personnel. Et suite à cela, j'ai complété le live avec un second tableau. J'ai repris l'ordre précédent, sauf que j'ai fait 3 colonnes afin de proposer 3 portes d'entrée différentes et séparer ces différents styles. Avant de rentrer en détail dans ses œuvres, je vais résumer brièvement sa carrière et vous parler aussi de ses particularités et de ses thématiques. Donc Takahama est née en 1977. Quand elle était plus jeune, elle a pu venir en France, notamment au Festival d'Angoulême quand elle avait 16 ans en 1993. Takahama a même vécu un mois en France en 1998 quand elle avait 21 ans. Je le précise puisqu'en fait dans ses mangas, vous allez voir qu'elle a souvent un affect particulier avec la France. Et ça se ressent dans de nombreux récits. Dans certains, l'action se passe directement en France où il y a des très fortes connexions avec notre culture. Takahama a fait les beaux-arts et elle obtient son diplôme en 1999 à 22 ans. Elle n'était pas prédestinée à faire du manga, mais en gros, une amie a envoyé ses planches à Kodansha et grâce à ça, elle a gagné un prix. Graphiquement, ses premiers récits sont assez proches de la BD européenne, même si celle-ci ne l'a pas vraiment influencée. Et ne souhaitant pas se plier au code graphique du marché du manga, elle va trouver une place chez Garo, le fameux magazine mythique alternatif très connu qui a su révéler de nombreux auteurs. Et en 2001, elle gagne tout simplement le premier grand prix d'excellence du magazine. Rien que ça. Ce qui l'intéresse, elle, c'est plus peindre un tableau d'une situation, d'un instant fugace, passager, un instant. Vous ne trouverez pas de magie dans ces mangas, mais des tranches de vie, souvent avec des relations amoureuses complexes ou torturées. Takahama, elle aime parler d'amour dans son ensemble, et régulièrement, elle parsemera ses œuvres de quelques scènes érotiques. En 2002, à 25 ans, elle va rencontrer Frédéric Boilet, un artiste de bande dessinée qui vit au Japon. Frédéric, il a un projet, c'est lancer la nouvelle vague manga en France. Une collection qui veut regrouper pas mal d'artistes avec des titres intimistes, ce qui donnera la collection Saka chez nous. Takahama accroche au concept et ils feront même une BD ensemble, Mariko Parade. Pendant une période, Takahama va avoir du mal à créer des œuvres. Elle se perd dans l'alcoolisme et une relation toxique, qui ira jusqu'à une tentative de suicide et un divorce. Toutefois, en 2010, elle se reprendra en main et se soignera de sa maladie. Je le mentionne puisqu'en fait ces thématiques vont se refléter dans son manga Sad Girl sorti en 2012. A partir de 2013, Takahama décide de faire un gros changement. Celui de faire évoluer son style graphique pour s'éloigner des codes de la BD européenne pour se rapprocher du public manga. Elle aime le passé, elle aime aussi collectionner les vieux objets et elle décidera de commencer à raconter des histoires moins contemporaines, des histoires dans un Japon d'avant-guerre. Et le premier de ce titre sera Tokyo, Amour et Liberté. En 2014, elle subit le tremblement de terre de Kumamoto et elle décide de revenir dans sa région natale. À partir de là, elle commencera sa trilogie se passant en Nagasaki. Et en 2020, elle aura la consécration puisqu'elle obtiendra un prix prestigieux, le Grand Prix Tezuka. En 2022, elle a fini le dernier volet de sa trilogie. Elle continue à vivre heureuse à la campagne avec ses 2 magnifiques chèvres. Voici pour le résumé de sa carrière. Alors c'est assez rapide et survolé, donc je vous invite vraiment à voir le live. Vous aurez beaucoup plus d'informations puisque je suis passé assez vite sur pas mal d'éléments. Maintenant, je vous propose de reprendre la première colonne du tableau, celle que j'ai appelée son nouveau style graphique. Le premier livre que je vous proposerai, c'est La Lanterne de Nyx en 6 volumes. Comme je disais, c'est la série qui lui a permis d'avoir le Grand Prix Tezuka en 2020 et grâce à ça, ça lui a donné une belle visibilité. Ce manga, c'est le deuxième volet de sa trilogie qui se passe à Nagasaki, sa ville d'enfance. Dans La Lanterne de Nyx, Kan Takahama va nous proposer un Japon en pleine période d'ouverture sur le monde. La jeune et timide Miyo va découvrir la culture occidentale grâce à la boutique de Mototoshi, c'est un métis particulièrement curieux et aventurier.
Le manga, il nous transporte dans une époque de découverte et d'avancées technologiques, les fameuses expositions universelles, les voyages en bateau, les rêves d'aventure, le choc des cultures. L'histoire va osciller en fait entre le Japon, qui a du retard, et la France modernisée. Donc très documenté, Takahama elle mettra en scène de nombreux objets d'époque et on ressent son amour pour cette période et tous ces objets vintage. D'ailleurs, elle va nous proposer pas mal d'explications détaillées entre deux chapitres et c'est très agréable. Le récit s'inscrit dans une chronologie réelle puisqu'elle va inclure de nombreux personnages ou de marques qui ont existé. L'histoire aussi va changer régulièrement de personnage principal au cours du récit. Elle va développer de nombreux protagonistes très attachants et sympathiques tout en montrant aussi l'émancipation de Mio. Je trouve que la Lanterne de Nyx nous offre aussi des couvertures et des dessins qui sont superbes, c'est prenant, c'est drôle, c'est touchant, c'est un vrai régal à lire, ça fait vraiment partie de mes préférés de la mangaka. D'ailleurs, si vous aimez ce manga, j'ai pu faire réaliser spécialement pour la chaîne et à l'aide d'une artiste talentueuse un superbe fond d'écran disponible sur le Patreon, ainsi que des stickers que vous pouvez commander. Plus d'infos dans la description. Si vous voulez aussi découvrir Takahama, une autre alternative, c'est de découvrir le one-shot Tokyo, Amour et Liberté. Dans ce manga, Takahama s'inspire de la vie de ses grands-parents pour nous raconter une histoire d'amour assez incongrue. Ça se passe dans le Tokyo d'avant-guerre. Ishin, un littéraire érotique, va rencontrer Aki, un modèle métis, avec qui va découler une relation assez candide. Malgré un début un petit peu compliqué entre eux, Aki va obséder Ishin, et jusqu'à même en perdre l'inspiration. L'autrice dans ce manga, par contre, met une bonne dose d'érotisme et de nudité dans son récit. Elle met aussi l'accent sur les mœurs et les attentes érotiques féminines, même dans les classes sociales les plus aisées. Elle nous fait aussi comprendre la subtilité de la psychologie féminine, notamment avec deux auteurs, un peu plus bourrin et un plus subtil. Et Takahama en fait nous livre une belle histoire d'amour, ancrée dans une réalité de ces années-là, montrant aussi la censure qui était appliquée à l'époque, les événements et obligations sociales de cette période. C'est une histoire que j'ai particulièrement aimée pour la douceur et la sensualité qui s'en dégage, tout en dépeignant en fait la cruauté d'un destin qui les attend. Malgré une base assez classique, l'autrice elle réussit à captiver tout en rendant humain et attachant ses personnages. Visuellement, c'est avec ce titre que Takahama change graphiquement et avait atteint un nouveau palier visuel, et la représentation de Tokyo des années 20, c'est-à-dire l'ère Taisho, est vraiment sublime. Le trait il est précis et il est propre et ce rendu crayonné donne une ambiance particulière et chaleureuse. Et pour finir cette partie, je vous conseillerais le premier volume de sa trilogie Nagasaki, Le dernier envol du papillon. Avec ce manga, l'autrice continue d'explorer le Japon d'autrefois lors de l'ouverture du pays au XIXe siècle. Nous suivons la magnifique Kisho qui, pour des raisons secrètes, est retournée faire la courtisane dans les quartiers des plaisirs de Murayama. Dans ce manga, l'autrice va dépeindre le quotidien des courtisanes et la mélancolie de Kisho. La vie étant difficile, elles sont forcées de se prostituer pour rembourser d'énormes dettes. La destinée de ces personnages est touchante avec leurs moments de joie mais aussi de déception. Takahama nous propose une histoire d'amour dans un Japon en plein bouleversement. Le manga mettra aussi en avant le refus du changement du peuple japonais face aux envahisseurs occidentaux et aussi leur nouvelle médecine, une véritable scission à l'époque. Comme pour son œuvre précédente, l'autrice jouera sur l'érotisme et le sexe, surtout dans le premier chapitre. Le récit est agréable à lire, bien qu'un petit peu court. Takahama nous laisse sur une note d'espoir et de tristesse sur un fond très mélancolique. Les dessins sont superbes, c'est vraiment un plaisir visuel et ce manga est une œuvre très agréable à lire. Actuellement, l'autrice a terminé le dernier volet de sa trilogie. Ojishima Seijiki est en 4 volumes et je ne doute pas de la qualité de ce titre, mais c'est toujours inédit en France et j'ai hâte qu'il arrive. Si vous êtes plus tenté par son style graphique plus européen, cette fois je vous conseillerais de démarrer par la deuxième colonne. Le premier j'aimerais vous parler c'est Mariko Parade. Alors avec le recul, je l'aurais peut-être classé un cran plus haut puisque j'aime beaucoup cette œuvre. Takahama était fan des épinards de Yukiko de Frédéric Boilet. Et quand elle a rencontré cet artiste au Japon, immédiatement il y a une complicité qui se crée entre eux et de leur discussion passionnante va naître une collaboration Mariko Parade. Et ça sera le deuxième titre de l'autrice. C'est un mangaka français qui a trouvé sa source d'inspiration en Mariko et il partira avec elle en voyage de repérage à Enoshima. L'histoire se concentre sur leur relation d'amour jouant sur les sentiments et les non-dits. Il en ressort une aura de tristesse, un ressentiment de rupture imminente, un point de blocage dans leur relation. Et quand le mangaka insiste sur ses sentiments, Mariko est sentimentalement sur la réserve, gardant pour elle un secret qu'elle n'ose pas dire.
Personnellement, je me suis laissé totalement emporter par ce titre d'amour méta, simple et attachant. Ça reste une fiction malgré la relation très proche entre les auteurs, et le trait lui donne une aura particulière, mêlant dessin en nuances de gris et recopie photo. D'ailleurs, les dessins ou les petites histoires de Boileau s'intercalent avec plus ou moins d'élégance dans le récit, n'ayant parfois pas du tout de rapport direct avec l'œuvre. Il était aussi en charge des passages érotiques très subjectifs, et ils font pas mal de références directes à l'amant qu'elle adaptera plus tard, et aussi à l'œuvre de Boileau. Je trouve que Mariko Parade est une œuvre complémentaire à l'Épinard de Yukiko. C'est un récit touchant, humain, passionnant, c'est né d'une rencontre entre deux cultures, deux sérigraphies qui donnent une histoire hybride que j'ai particulièrement appréciée. Le titre suivant, je vous conseillerais de continuer avec L'eau amère. Donc dans la continuité de ses débuts de carrière, Takahama continue de décliner son thème favori, l'amour. Dans L'eau amère, elle explore sa complexité au fur et à mesure des 8 histoires courtes qui composent ce recueil. La mangaka réussit à nous proposer un panel d'histoires et d'approches variées. Elle va nous proposer le dernier adieu insouciant d'un couple qui se sépare, le refus de s'engager, une relation étouffante, la double vie d'un homme marié ou encore le remariage d'une mère déjà mariée. Takahama réussit à créer une ambiance différente, en passant par l'humour, la nostalgie ou encore une bonne dose d'érotisme. L'autrice dépeint avec finesse ses personnages qui ont tous leur propre idéologie de l'amour. Le dessin crayonné de l'autrice donne encore une esthétique unique et cette compilation est une lecture très agréable à lire. En fait, c'est un bon exemple de ce que la mangaka peut proposer dans cette thématique, notamment dans son début de carrière. Le titre suivant serait Deux Expresso. Dans ce manga, Takahama va vous apprendre à faire du café. Ouais. Benjamin, un Français qui souhaite retrouver son amour de jeunesse, va se retrouver dans le Japon 17 ans après. Et là-bas, il va rencontrer Michihiko, un mari qui est totalement déconsidéré par sa femme. L'autrice nous embarque dans un Japon campagnard, contemporain, à la recherche d'un souvenir embelli et lointain. C'est une tranche de vie très décomplexée sur la vie, l'amour et le sexe. À ceci s'ajoute un charme particulier de par son trait et son style graphique, bien sûr. Alors il faut l'avouer, la première partie du récit, c'est pas la plus accrocheuse. Les protagonistes sont assez antipathiques, ils sont benets, un peu inutiles. Bref, c'est des hommes sans grand intérêt, c'est pas hyper passionnant. De plus, c'est un peu confus et on a du mal à se projeter sur les intentions de l'autrice. Mais dès la seconde moitié du récit, le ton change et finalement, elle réussit à nous les faire apprécier, les rendre plus humains dans leur histoire d'amour compliquée. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la fin du manga qui m'a fait réellement apprécier l'œuvre. J'ai beaucoup aimé la postface de l'autrice, très personnelle, qui parle de sa dépression ou de ses problèmes sans tabou. Elle a intégré pas mal d'éléments personnels comme son ex-mari ou son amour pour la France. Ce manga, c'est une commande directe de l'éditeur Casterman et c'est un indispensable bien sûr pour les fans de l'autrice, mais ça restera plus sympathique pour les autres. La quatrième et cinquième œuvre vont être plus réservées aux fans de l'autrice, donc je vous conseillerais de les lire en dernier. Dans Sad Girl, Ken Takahama nous narre la déchéance de Shiori, qui est déjà accro au médoc. Elle a fui son copain alcoolique pour tomber dans la drogue, la prostitution, avant de finir SDF et de fuir à nouveau sa famille totalement aveuglée par une secte. Bref, une véritable descente aux enfers. C'est un programme difficile et sombre que l'autrice va nous raconter dans ce manga, puisque le personnage féminin est pris dans un engrenage infernal et n'a pas la force de lutter pour briser ce cercle. Elle ne fait que subir les situations, elle n'a pas d'autre choix que la fuite de la réalité. Les intentions de l'autrice sont assez claires, c'est nous offrir un récit poignant et humain, tout en nous montrant les dérives possibles que la société peut nous offrir. Takahama, elle réussit à le faire, mais en partie. Le récit se lit sans problème, et le trait de la mangaka apporte une ambiance assez lourde. Toutefois, la longueur du récit, qui fait seulement 86 pages, permet pas vraiment de s'impliquer autant que j'aurais aimé, et tout se déroule très vite. L'auteur ne prend pas le temps de poser la situation, de développer l'histoire, et de ce fait, on reste un petit peu hermétique aux événements, voire un peu sur sa fin. Il reste intéressant pour les fans de l'autrice, car on peut retrouver une partie d'elle-même dans ce récit, notamment tous les problèmes d'alcoolisme, de médicaments, etc. Mais c'est pas celui que je mettrai en avant clairement pour découvrir son œuvre. Et le dernier de cette liste, c'est Kinderbook, un recueil de 10 histoires de jeunesse de Ken Takahama. Elle avait à peine une vingtaine d'années et elle publie déjà, comme je disais, dans le magazine Garo, où l'autrice peut s'exprimer plus librement. Les récits, ce sont des tranches de vie contemporaines très variées. Ça peut narrer les déboires d'une future retraitée dans l'art, que des histoires de lycéennes ou d'amoureux transis,
C'est des histoires anodines, parfois cruelles, et on sent que l'autrice se met parfois en scène et on ressent une forte inspiration de sa vie, notamment sous les récits de lycéens. Visuellement, la mangaka, elle expérimente et propose de nombreuses variations de son style unique, proposant des histoires très textuelles comme très épurées. C'est pareil au niveau du dessin, ça passe d'un style très détaillé, voire d'un style proche de la rotoscopie. Le recueil est intéressant sur plusieurs aspects, notamment pour découvrir ses différents styles graphiques. Toutefois, l'ouvrage il est plus difficilement abordable que ses autres œuvres, donc je le conseillerais vraiment pour ceux qui veulent tout connaître de l'autrice. Maintenant, je vous propose de passer à la dernière colonne, aux trois derniers livres, trois livres que j'ai considérés comme des hors-série qui se détachent par rapport aux autres œuvres de sa carrière. La première à découvrir, je vous conseillerais Le Goût d'Emma. Alors, je vais vous faire une confession, je me suis toujours demandé comment étaient les coulisses du guide Michelin. Non, en fait pas du tout, je m'en moquais, mais Takahama, elle, ça l'intéressait. Du coup, elle va reprendre la biographie de Julia Pavlovitch qui raconte la vie d'Emmanuelle Maisonneuve, qui fut la première femme inspectrice du guide Michelin. Eh bien, vous savez quoi? C'est passionnant. De ce fait, elle va raconter son parcours au sein de cette société. Ça va aller du recrutement à l'étape d'intégration aux difficultés liées au métier, notamment sur l'impact de la vie personnelle ou la quantité de travail demandée. Et Emma va rapidement remettre en cause la cuisine française qu'elle trouve trop lourde comparée à la cuisine japonaise. Et cette mise à nu du guide Michelin va aussi montrer un système patriarcal interne très présent. De même pour le modèle de fonctionnement qui est vieillissant et qui use de nombreux privilèges d'ancienneté et qui prône une cuisine très franco-centrée. Mais l'œuvre aussi, elle va montrer l'impact de l'attribution d'étoiles, synonyme de prestance très importante pour les chefs. Si le sujet de base ne m'attirait pas plus que ça, il faut dire que Takahama a réussi à rendre tout ça sympathique et intéressant et accompagné d'une narration efficace. La mise en couleur est très agréable, même si elle use régulièrement d'arrière-plan photographique qu'elle redessine, qui dénote un petit peu parfois. Alors le format court se suffit à lui-même et on prend un grand plaisir de suivre la première année des aventures d'Emma et qui apporte aussi un point de vue féminin très bienvenu. Le deuxième et avant-dernier titre, c'est Invincible. Alors là, on est sur du manga beaucoup plus militant, puisqu'Invincible, ça va narrer l'histoire de la jeune Maya qui, suite à un attentat à Paris, perd une jambe. Dans cette longue épreuve personnelle, elle va rencontrer le Dalai Lama qui se trouvera du coup une vocation, venir en aide aux Tibétains face à l'oppression du gouvernement chinois. Ce manga est inspiré de faits réels puisqu'elle est aidée de Sophia Strill River, une spécialiste du Tibet et du Dalai Lama, puisque Takahama nous offre une histoire engagée et touchante. Entre le dépassement et l'acceptation de soi, l'œuvre aborde frontalement le handicap et la reconstruction personnelle. Mais en parallèle, le manga met en avant l'humanisme et la compassion du Dalai Lama, ainsi que son engagement pour la cause tibétaine en proie à la souffrance et l'oppression. Sans oublier le combat des personnes qui affrontent le danger pour sauver les Tibétains. C'est une véritable œuvre de sensibilisation qui nous montre la détermination et la résilience du peuple tibétain et qui invite aussi le monde à la non-violence. Il y a plusieurs personnages réels qui sont représentés dans le manga et expliquent aussi leur implication, leur engagement sans faille dans la cause. C'est un manga à la réalité cruelle qui résonne aussi face à notre impuissance, mais qui est rempli d'espoir, d'amour et de compassion. C'est un ouvrage qui est presque pédagogique, accompagné d'un récit fluide et clair, afin d'être sensibilisé et peut-être créer des vocations afin d'agir. Et maintenant, nous arrivons au dernier titre. Celui-ci, c'est L'Amant. C'est une adaptation du roman qui a fortement marqué l'autrice quand elle était plus jeune, quand elle avait exactement 17 ans. D'ailleurs, elle évoque dans Mariko Parade. Elle reprend le roman original ainsi que ses deux suites pour le raconter l'histoire de façon chronologique. Et ce roman relate les souvenirs de Marguerite Duras, qui était en Indochine dans les colonies françaises à l'âge de 15 ans. Et elle va découvrir l'amour et le sexe avec un homme bien plus âgé qu'elle. Le format, c'est celui d'une BD couleur. Takahama a choisi une narration aérée avec peu de texte, privilégiant plutôt les regards, les non-dits, il joue sur l'ambiance du moment. L'œuvre est agréable à lire, le contenu est assez cru avec pas mal de scènes de nudité. C'est très certainement une bonne porte d'entrée pour découvrir l'œuvre originale, mais je n'ai pas eu l'occasion de la lire. Alors là, ça y est, on arrive à la fin de ce guide, mais pour compléter la vidéo, il faut savoir que Takahama a fait des histoires courtes dans certains livres ou magazines. Par exemple, dans Bang numéro 2, dans Bon baiser d'Angoulême. Elle revient rapidement sur son séjour à Angoulême, sa relation assez proche avec Frédéric Boilet et des rencontres avec des auteurs comme Jiro Taniguchi. On va la retrouver aussi dans ce recueil Japon, qui était un mélange de cultures entre la France et le Japon, et on va trouver bien sûr du Taniguchi et Boilet aussi.
Elle a pu participer à Ballon Blanc, fait par Cartier. Hélas, je n'ai pas le plaisir d'avoir cet ouvrage, donc je ne pourrai pas vous en parler plus. Elle a pu participer aussi à Une histoire de la villa au bord de la falaise, qui est tout simplement un recueil d'artistes sur un thème identique. Et pour finir, elle a pu aussi participer et faire l'histoire de Coupe du monde du foot. Oui, j'ai acheté ça, oui, je sais. Je ne suis pas fan de foot, hein, je vous le dis, mais voilà, je l'ai. Et elle raconte avec humour et en seulement 3 pages comment s'est passée la participation de la Corée du Nord à la Coupe du Monde. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas trouvées. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Patreon à partir de 1 € par mois, moins cher qu'un café, et vous avez droit à tous les bonus, donc du contenu exclusif. J'espère que cette vidéo vous fera apprécier son univers. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et liker. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule manga.